fois par les spécificités du chauffage et du pilotage énergétique dans les grands ensembles, on voit à quel point le chauffage devient, ça a toujours été, mais en tout cas maintenant, il est important avec la hausse des coûts d'énergie. On se dit, bon, OK, il faut que je travaille sur mon chauffage. Et c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Je crois qu'il y a un petit quiz aussi que tu vas avoir en cours de présentation. Très bien, merci de me laisser la parole. Bonjour à tous. C'est vrai que le chauffage est une question primordiale aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a eu une belle présentation pour les travaux, mais comme on a vu que ça prenait du temps, on a quand même des installations existantes. Alors, comment gérer déjà en fonction des installations qu'on a? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc, juste une présentation de qui sommes-nous. Donc, Fulgoni est une entreprise familiale de plus de 50 personnes, basée sur le chauffage, la climatisation et la ventilation, essentiellement. Je préside également la commission chauffage au sein du GCCP, qui est l'organisme parisien dépendant de la Fédération française du bâtiment. Donc, l'efficacité énergétique, on est au plein cœur de ce sujet. Et puis, on a, j'en reparlerai d'ailleurs au cours de cette discussion, mais on a développé un système interne pour communiquer avec les chaufferies à distance, compte tenu des difficultés de circulation, de stationnement, de disponibilité, de réactivité. Tout ça fait partie de nos préoccupations. Alors, rentrons dans le vif du sujet, parce que c'est vrai, on parle du coût, mais on oublie peut-être aussi de parler du stock. Et on s'inquiète parce qu'on commence à nous parler de délestage, de manque d'énergie. Alors, justement, auprès de GRDF, à votre avis, quels sont les stocks actuellement disponibles sur la prochaine année de saison de chauffe? Alors, je vous ai mis cinq hypothèses. Donc, il y a A, c'est 50%, B, 70%, C, 80%, D, 90%, E, 100%. Allez, on laisse le public voter en 5 secondes. Giovanni, allez-y, votez en ligne. 4, 3, 2, 1, 0. Tiens, je pose la question dans la salle avant qu'on monte les résultats. Benjamin, qui est-ce qui dirait 100% dans la salle? Levez la main. Qui est-ce qui dirait 90%? Voilà, la majorité est à 90%. 80%? 70%? Voilà, donc effectivement, c'est un peu en ordre dispersé. Qu'est-ce qu'il en est alors, Giovanni? D'après les derniers chiffres de GRDF, c'est 90%. Donc, ce qui montre là aussi, ça peut peut-être être rassurant pour dire l'énergie est quand même là, même s'il y a des tensions géopolitiques actuellement dans le monde. Mais en tout cas, voilà, les derniers chiffres de GRDF sont plutôt rassurants pour dire que l'énergie gaz est quand même présente. Ce qui ne veut pas dire de la négliger, et on reviendra d'ailleurs dessus. Mais en tout cas, j'ai voulu quand même présenter cela pour dire qu'il y a du gaz néanmoins qui est présent. Alors, il est clair qu'on vous a fait une présentation des grands ensembles. Je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet de la composition du chauffage dans les grands ensembles. Bien souvent, vous avez une chaufferie centrale. Et comme il y a plusieurs corps de bâtiment, cette chaufferie centrale, alors c'est soit une chaufferie au gaz ou au fioul si c'est une ancienne génération, soit un dispositif de réseau de chaleur, un poste de livraison. De cette chaufferie centrale va partir un réseau qui va alimenter les différents corps de bâtiment, et dans certains corps de bâtiment, vous allez avoir ce qu'on appelle des sous-stations. Dans ces sous-stations, il va y avoir le chauffage régulé et la production d'eau chaude sanitaire pour chacun des bâtiments. Et le tout va être lié ensemble par un réseau de tuyauterie. Ça, c'est la conception générale des grands ensembles. Oui, ça passe pas. Ah, c'est... Voilà. L'enjeu, comme je le dis, c'est d'assurer un bon fonctionnement entre la chaufferie centrale et les sous-stations pour assurer le confort, les besoins de chaque bâtiment, de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, du réseau secondaire. Et pour cela, comme l'installation existe déjà, il est important de bien équilibrer les réseaux, d'optimiser la température qui va partir de la chaufferie centrale pour desservir les sous-stations, de contrôler cette température et, si possible, de bien isoler les canalisations qui vont alimenter les réseaux. Alors souvent, ce sont dans des caniveaux techniques,
Donc, est-ce qu'elle était bien isolée à l'origine? Bon, ça, c'est à voir. Et des fois, on passe aussi dans les sous-sols des bâtiments. C'est important parce que cette isolation, ce calorifuge, va limiter les pertes de chaleur en lit. Donc, c'est déjà un gain quand on y pallie. Je ne fais plus rien. Alors, qu'est-ce qui engendre un déséquilibre? Parce que des fois, on se dit, oui, mais c'est important d'équilibrer les installations. Ben oui, parce que si vous allez avoir des bâtiments qui sont mieux desservis que d'autres. Donc, par conséquent, le but, c'est d'étaler la chauffe de façon équitable entre les différentes sous-stations. Parce que si ça n'est pas bien équilibré, qu'est-ce qui se passe? On va augmenter la température dans les chaufferies principales pour desservir au mieux les sous-stations. Donc, ça entraîne une surconsommation de l'énergie pour le chauffage et une surconsommation d'électricité parce que vos pompes qui vont faire circuler cette eau sont des pompes assez importantes et celles-ci bien vont surconsommer parce qu'on va les solliciter de façon plus importante. Donc, les réseaux secondaires, eux, là, on va revenir sur les différentes sous-stations, vont avoir besoin de régulation indépendante parce que chaque bâtiment a une configuration différente, une hauteur différente, un nombre de logements différents, une position nord-sud différente. Donc, tout ça va nécessiter une régulation indépendante et peut-être aussi une régulation à chaque appartement sur les radiateurs, par exemple, par des robinets thermostatiques. Le simple fait de faire ça et d'ajuster les températures, c'est là où on va produire un gain énergétique sur la consommation de combustible et la consommation électrique. Donc, c'est des opérations qu'on peut déjà faire sur des installations existantes. Deuxièmement, il y a aussi le changement des chaudières. Parce que bien souvent, vous avez des chaudières qui ont 20, 30 ans, donc ces chaudières-là ne sont plus aussi performantes. Et aujourd'hui, avec des chaudières dites à condensation ou à haute, comment dire, je cherche le mot, à haute performance énergétique, voilà, puisque c'est un terme que les impôts sont très attentionnés. En fait, ces chaudières-là ont un remarquable rendement, mais pour ça, il faut les mettre dans une position quand même très particulière, c'est-à-dire que, vous savez, l'eau part des chaudières, elle est réchauffée par les chaudières et elle est en distribution, et quand elle revient aux chaudières, il faut qu'elle soit inférieure à 55 degrés. Donc, ce sont des contrôles précis qu'il faut obtenir. À partir de là, si on arrive à contrôler cette température, si on arrive à optimiser les paramètres de régulation, on est en droit d'attendre des économies d'énergie. Bien sûr, tout ça, il faut un pilotage de télégestion. Pourquoi? Parce que ce pilotage va nous permettre de savoir quelle est notre température primaire, quelles sont les températures ou les besoins des différentes sous-stations, et ça, c'est contrôlé au quotidien. Vous savez que dans les contrats de chauffage, dans beaucoup de copropriétés, surtout dans des grands ensembles, vous avez la visite, je dirais toutes les 2 semaines d'un technicien. Mais il passe une demi-journée, une journée au pire en fonction de l'ensemble, et puis il repart. Mais que se passe-t-il entre sa première et sa deuxième visite? Il n'a pas la maîtrise du sujet. Avec une télégestion, il peut voir au quotidien, avoir des alertes et surveiller les dérives éventuellement. Voilà, là, je vous ai mis aussi l'avantage d'une télégestion, d'un réseau connecté, c'est que le technicien de maintenance peut détecter de façon immédiate les incidents, peut intervenir rapidement, peut limiter les dérives rapidement, ce qui fait qu'on limite les surconsommations. Et puis également, maintenant, vous savez, on a ce qu'on appelle les IoT, c'est-à-dire c'est des objets connectés qui vont rentrer en relation avec les régulations de chacun des bâtiments. Et là, on est en train de développer actuellement ce qu'on appelle la triangularisation des températures. C'est-à-dire que si on pose une sonde d'ambiance dans un appartement au dernier étage, une sonde d'ambiance au milieu dans un appartement choisi bien évidemment par la copropriété, et une sonde dans les
et rez-de-chaussée, on va avoir une moyenne de température et on va savoir où c'est que ça dérive. Est-ce que ça dérive par rapport à la distribution du bâtiment ou est-ce que ça dérive parce que on s'aperçoit qu'on a besoin d'équilibrer de façon horizontale, étage par étage, pour permettre que l'eau chaude arrive au dernier étage. Enfin, on a des indications qui nous permettent d'améliorer la distribution du chauffage. Et ça va intervenir directement dans les paramètres de la régulation. On est face à une crise. Elle est double, cette crise. Elle est sur l'énergie en elle-même, le stockage. On est sur une énergie fossile pour l'instant sur le gaz, bien que GRDF nous rassure que dans les prochaines années, on sera plus sur une méthanisation à Paris, du gaz méthane. Donc, on a cet avantage. Mais on a aussi le surcoût de l'énergie. Il faut savoir qu'en début d'année, on était à 80 € du mégawattheure. Aujourd'hui, en septembre, on est à 350 € du mégawattheure en moyenne. Donc, on multiplie par 4. Tout à l'heure, on nous a donné les consommations d'un immeuble à 74 000 € de budget gaz. Vous imaginez, multiplié par 4, hein, ça fait près de 300 000 € de gaz. Ça fait mal sur le plan du budget. Donc, il faut se mobiliser. Pour moi, c'est le mot d'ordre impératif. Alors, le premier gain, peut-être qu'on sait qu'on va rentrer dans une période de chauffe, c'est peut-être de différer les allumages. C'est-à-dire qu'avant, on allumait dès qu'il y avait la première vague de froid en septembre. Or, normalement, la première date d'allumage, c'est le 15 octobre. Est-ce que ce n'est pas intéressant de se dire d'allumer plutôt un mois après? Ça nous fait quand même un gain d'un mois. Mais ça, c'est aux copropriétaires de le décider, bien évidemment. Il faut savoir aussi que si votre température ambiante est de 22 degrés, par exemple, ce qui est à peu près courant, 22-23 degrés, si on diminue d'1 degré cette température ambiante, c'est 7% d'économie. Donc, si on ramène ça à 19, de 22 à 19, c'est 3 degrés d'écart, c'est tout de suite 21% d'économie réalisée juste par un réglage de la régulation. On peut aussi faire ce qu'on appelle des réduits de nuit, c'est-à-dire que la nuit, on va diminuer la température. Alors, pas trop, hein, j'ai marqué 2 à 3 degrés. Pourquoi? Parce que si on fait un décalage trop important, le fait de remise en route du matin nous fera perdre toute l'économie qu'on aura faite la nuit. Donc, ce n'est pas intelligent. Le but de réduire un petit peu, c'est de diminuer quand même le fonctionnement des chaudières, tout en maintenant une température confortable dans les logements. On peut aussi décider, c'est peut-être un point nouveau, de dire que quand la température extérieure est à 18 degrés, on coupe littéralement les installations. Alors après, ça dépend de l'inertie de votre bâtiment, bien évidemment, mais ça peut être aussi quelque chose d'envisagé pour optimiser les coûts énergétiques. J'ai rajouté aussi un point concernant la connectivité, notamment sur les installations qui sont alimentées en panneaux de sol, chauffage par le sol. On est en train de travailler avec Météo France pour avoir par anticipation les températures du lendemain. Alors, ce n'est pas une science exacte, Météo France, mais ça apporte quand même des éléments. Et ces éléments sont importants parce qu'on va anticiper. Vous savez, quand on est chauffé par le sol, on a toujours l'impression que quand ça se réchauffe par l'extérieur, on a une surchauffe à un moment donné. Et puis, quand ça se refroidit, on a une sous-chauffe. On essaie d'aplanir un petit peu tout cela pour avoir une température constante dans les logements. Donc, c'est vraiment, il faut se sentir impliqué, se mobiliser sur ces points. Voilà, je pense avoir fait un tour assez rapide, certes, mais exhaustif sur vos installations qui existent actuellement avant de penser à une rénovation énergétique. Voilà, on peut applaudir. Allez, Giovanni. Merci, Giovanni, pour cette présentation. Peut-être une question que je voulais te poser, c'est aujourd'hui, on a vu les projets de rénovation, ça prend, on a vu une dizaine d'années, à la louche, un peu moins, 8 ans. À quel moment les copropriétaires ils doivent t'appeler quand ils enclenchent une rénovation globale? Est-ce qu'ils doivent dès le début ou il faut attendre d'avoir déjà les premières études thermiques?
Disons, on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai qu'un diagnostic va permettre déjà d'avoir la configuration du bâtiment, savoir. Mais il y a surtout une prise de conscience de l'état de la chaufferie. On a quand même aujourd'hui encore des chaufferies fuel, même si Paris demande qu'en 2024, il n'y ait plus de fuel sur Paris, hein, mais il en existe encore. Les chaudières sont aujourd'hui, même au gaz, ont certaines années. Quand on est au-delà de 20 ans sur une chaudière, il faut penser à rénover de toute façon. Donc déjà, le fait... Alors, c'est mieux de cumuler, bien sûr, pour avoir les aides nécessaires de faire un bouquet de travaux, mais déjà, la chaufferie, c'est l'élément essentiel. Et on est surpris, hein, je crois qu'on avait fait montrer des slides sur des copropriétés classiques, on est surpris déjà en rénovant la chaufferie des gains qu'on peut obtenir. Voilà, donc pas forcément besoin d'attendre une rénovation globale. D'ailleurs, je fais un appel à cher public qui est à distance. Si vous voulez laisser vos coordonnées, Giovanni, j'ai laissé des plaquettes. Voilà, tu as laissé des plaquettes ici pour les personnes qui sont sur place, mais ceux qui sont à distance, si vous avez besoin d'être appelés par Giovanni, vous laissez votre numéro de portable, là, vous pouvez le laisser dans le chat, et votre email, comme ça on te le transmettra, Giovanni, pour rappeler. Puis on a aussi tes coordonnées là qui apparaissent. Merci beaucoup, Giovanni, pour cette présentation. Je te laisse regagner ta place.